Bienvenue à notre conférence IoT 2020. Nous vivons une année particulière. C'est pour la première fois également, à cause de la crise sanitaire, que notre conférence se fait en purement digital. C'est une année particulière également dans le contexte 5G. Nous allons lancer très prochainement la 5G au Luxembourg et nous savons que la 5G vient avec des nouvelles fonctionnalités qui profitent notamment à l'IoT. Notre conférence de cette année s'inscrit dans un contexte de retour à la nouvelle normalité. Nous allons réinventer le cadre professionnel et donc le sujet sera au sens large le Smart Building. C'est Laurent Rapin de Poste Télécom qui va introduire le sujet avant que 3 de nos partenaires vont détailler leurs projets très concrets dans ce contexte-là. Nous allons clôturer la conférence avec une table ronde. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Merci Cliff pour ces quelques mots d'introduction. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 3e édition de l'événement IoT de Poste Luxembourg. En fait, cet événement est surtout le vôtre. Ainsi, n'hésitez pas à y prendre part en posant vos questions en direct à nos experts et en répondant à notre sondage instantané. Cliff vient de l'annoncer, c'est Laurent Rapin, IoT Solutions Advisor chez Poste Télécom, qui va inaugurer la conférence de cette année. Conférence consacrée au Space Management. Les partenaires qui vont vous présenter leurs analyses et leurs solutions sont Alexandre Zurlot de OneSitu, Terry Fernhead de CSM et Sébastien Ponce du groupe Poste, qui nous rejoindra pour la table ronde. Parmi les intervenants, nous compterons également Gilbert Van Kouwenberg de Condeco. N'hésitez pas à répondre à notre sondage en ligne que vous trouverez sur notre page de chat. La première question est ouverte et attend vos réponses. Laurent, la parole est à vous. Bonjour à tous. Tout d'abord, pour commencer ce séminaire, cette conférence, quelques constats que vous voyez déjà sur le slide qui est projeté. Avant le confinement, avant cette phase de crise sanitaire, nous étions sur la mise à disposition d'espaces bureaux, salles de réunion pour tous les employés de chaque entreprise. C'est pour ça qu'on était dans de l'acquisition, de la location de bâtiments, de locaux. Des hubs aux frontières qui ont été construits aussi pour permettre de mettre un peu plus de souplesse et de permettre aussi de ne pas avoir trop de transport pour se rendre jusqu'au centre de Luxembourg. La pratique du télétravail assez limitée dans la mesure où il n'y avait pas trop d'appétence sur ce mode de travail et puis aussi quelques limites fiscales et sociales que j'évoquerai un peu plus tard. Plus précisément, la voiture, très largement répandue à Luxembourg, mais aussi les places de parking moins répandues, donc un peu de difficulté également pour se garer pour venir sur votre lieu de travail. Un manque de visibilité aussi sur l'usage réel, quand on sait qu'une salle de réunion réservée dans 40% des cas, elle est réellement occupée, et quand elle est occupée, elle n'est pas totalement et pleinement occupée, donc manque de visibilité sur les espaces. Et puis, ce que l'on sait bien, comme dans toute grande ville, mais à Luxembourg particulièrement, un engorgement des déplacements en voiture et aussi dans les transports en commun. Et puis la crise est arrivée, on a mis en place rapidement, massivement et de manière accélérée le télétravail qui a extrêmement bien fonctionné dans de nombreuses entreprises. Une réorganisation des espaces de travail aussi pour permettre la distanciation physique que vous connaissez bien. La responsabilité des employeurs qui s'est mis en œuvre pour assurer la sécurité et le fait d'être dans de bonnes conditions de travail. Propreté, nettoyage, plus intensifié, mais un peu systématique, c'est-à-dire on nettoie partout, que les bureaux soient occupés ou pas, et donc on n'a toujours pas de visibilité sur savoir où il faut nettoyer plus attentivement, voire même 2 à 3 fois, quand une réunion va être occupée 2 à 3 fois de suite, par exemple. Et puis les coûts, ils sont un peu cachés, on ne les voit pas, mais tous ces espaces qui sont inoccupés pendant que tout le monde est à la maison, eh bien, il y a quelque chose à faire en termes d'économie de ce côté. Donc voilà,
pour continuer sur cette idée, donc on est dans cette situation de crise sanitaire et puis on commence à se projeter sur l'après-crise sanitaire, donc les prévisions avec, on le sait, le télétravail qui maintenant est réfléchi et qu'on essaye de réguler. Alors évidemment, à Luxembourg, on a une configuration un peu particulière, c'est qu'on a beaucoup de travailleurs frontaliers et puis il existe des limites fiscales. Les limites fiscales, c'est pour un travailleur frontalier allemand, c'est pas plus de 19 jours où il peut travailler chez lui sans avoir besoin de faire une déclaration directement dans son pays. Le travailleur frontalier belge, lui, c'est 24 jours. Le travailleur frontalier français, lui, c'est 29 jours. Mais avec 29 jours de télétravail, on ne peut pas faire grand-chose pour institutionnaliser cela. Nous avons aussi des limites sur la partie couverture sociale. Pas plus de 25% de son temps peut être consacré dans son pays de résidence. Sinon, il faut faire une déclaration et s'affilier à la sécurité sociale de son propre pays et l'employeur aussi, au niveau charges patronales, ce qui est quand même une grosse contrainte. Donc ça, il y a des réflexions évidemment qui sont en cours entre le gouvernement luxembourgeois et les pays frontaliers, évidemment pour essayer d'assouplir ceci et mettre en œuvre ce fameux télétravail. Du wellness aussi, on en parlait avant mais c'était plus du buzz marketing. Aujourd'hui, le wellness va redevenir une préoccupation première pour les employés, notamment par le fait d'être dans de bonnes conditions de travail, surtout sur un plan sécuritaire évidemment. Et puis, principalement l'augmentation des besoins de réservation. Donc, c'était de l'usage qui était embryonnaire auparavant, mais réserver une place de parking, réserver une salle de réunion, réserver un espace bureau. On appelait ça le flex office, c'est toujours du flex office, mais à haute dose, pour permettre de ne mettre à disposition que ce qui est nécessaire, et puis d'avoir un environnement de travail, je dirais, distribué, soit au bureau, soit dans des hubs, soit dans du coworking, soit à domicile. J'irais même dans des déplacements sur un parking dans sa voiture quand il faut envoyer un dernier mail. Enfin voilà, d'être dans des conditions de travail idéales en tout lieu. Donc un environnement géographique beaucoup plus distribué. Et donc pour cela, on a besoin de capacités de réservation d'espace. Voilà certaines des prévisions, il y en a sûrement d'autres, sur l'après-crise sanitaire. J'en viens aujourd'hui à un usage, je dirais, plus agile. C'est un peu, là je viens ici en fait avec le portfolio qu'offre Poste aujourd'hui pour permettre de mettre en œuvre ces différents besoins d'aujourd'hui et surtout de demain avec ce télétravail, cet environnement de travail distribué. Ce qu'apporte Poste dans ce domaine, c'est une collecte de données en temps réel. Vous savez qu'on est opérateur télécom, je ne vous l'apprends pas, on a du réseau cellulaire, on a du réseau Sigfox, on sait aussi faire du LoRa. Alors je ne m'étendrai pas sur ces particularités de réseau, mais ils sont tous dédiés à de la remontée d'informations, de capteurs divers et variés, de senseurs, etc. Donc ça, c'est une des forces de Poste. On aura bientôt la 5G aussi, qui va venir encore renforcer cette capacité à remonter des informations. Et donc, on amène en temps réel de la donnée qui va permettre ensuite de travailler sur cette donnée et surtout de s'adapter. Avec nos partenaires, nous sommes aussi en capacité à faire de la réservation. Réservation de places de parking, réservation de salles de réunion, de la réservation d'espaces bureaux. Et donc, toute la partie flex office au sens large va pouvoir être mise en œuvre. C'est ainsi que nos amis de Condeco notamment vont venir présenter leurs solutions. Dans ce visiteur journée, nous continuons, nous avons aussi de la mobile qui va donc permettre cette réservation et d'apporter, quand on arrive en voiture à son lieu de travail, de la détection automatique sur le fait que l'on s'est bien garé. Et puis on peut apporter aussi de la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est de dire, ben voilà, je suis une personne à difficulté de mobilité réduite, j'ai le droit de me garer à cette place. Donc j'identifie ce moment-là. Je suis un client, je viens visiter mon fournisseur, je vais être identifié quand j'arrive pour tout de suite que la réunion se bloque, la salle de réunion se bloque, l'espace bureau se bloque si nécessaire. Et donc là, automatiquement, grâce à nos amis de OneSitu qui vont vous présenter cette solution, nous serons en capacité à identifier et à permettre d'offrir des services à valeur ajoutée. Et puis, enfin, l'analyse de tout ceci. Nous sommes obligés maintenant de mettre beaucoup plus d'agilité dans l'usage de nos locaux. Pour mettre de l'agilité, il faut avoir de la connaissance. Je vous l'ai dit auparavant, avant nous étions aveugles. Et notre fournisseur, nos amis de CSM, ont des solutions
pour agréger, prendre ces données d'occupation des bureaux, des salles de réunion, et surtout d'apporter de l'intelligence et de l'audit sur ce que l'on devrait faire ou ce que l'on pourrait faire, en optimisant, en coupant des salles de réunion en deux, en les affectant à des employés, etc., etc. Et enfin, ça vous le verrez aussi au niveau de la table ronde, vous aurez un retour d'expérience, car nous apportons de la donnée, nous apportons des usages, nous apportons des services, mais évidemment, le plus important, c'est ce que vous allez vous en faire. Vous en faire, c'est-à-dire réorganiser vos locaux et votre usage des espaces. Un dernier exemple que je voudrais apporter, dans les prévisions, des sociétés comme Tata Consulting, par exemple, Services, ont des plans de type 25-25. À l'horizon de 2025, je veux seulement 25% de mes employés qui viennent au bureau. Le reste, chez lui, homework, etc. Plan 25-25, et vous avez aussi des sociétés comme Twitter, par exemple, qui dit « j'autorise le télétravail à vie ». Oui, ça peut choquer, ça peut surprendre, mais ça fait partie des choses qui existent. Et on a aussi encore un autre exemple que je voudrais donner, IBM, qui lui était très fortement avancé dans le télétravail, mais par contre, on revient un petit peu en se rendant compte qu'il y a un peu d'isolement, il y a un peu de fracture aussi sociale. Certains peuvent faire du télétravail, c'est une partie de la population. D'autres, dans certains métiers plus opérationnels, le télétravail, évidemment, n'a aucun sens. Donc voilà, ça fait partie des limites. Mais là, vous aurez un retour d'expérience, en tout cas à la table ronde, sur ce que peut apporter le travail d'analyse sur l'occupation des bureaux. Voilà, en synthèse, un peu le portfolio, je dirais, que Poste peut apporter. Et je vais donc passer la main. Mickaël, tu peux reprendre pour la suite. Merci beaucoup. Merci Laurent. C'est maintenant au tour d'Alexandre Zurlot de prendre la parole. Alexandre Zurlot est COO et Sales Manager chez OneSitu, une société française qui conçoit, fabrique et déploie des solutions digitales et connectées de stationnement intelligent. Je vous rappelle que notre sondage est toujours ouvert sur notre page de chat et je vous invite à y répondre. À vous Alexandre. Merci. Moyen, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour la présentation de OneSitu. Si je peux ajouter quelques mots, depuis 2012, nous avons déployé plus de 40 000 places de stationnement. Donc, c'est plus de 40 000 places connectées à travers la France et à travers l'Europe. Et ce qui est important, c'est que nous avons rejoint fin 2017 le groupe Circe, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, la cheville ouvrière des opérateurs télécoms en France et en Europe. Donc aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de smart parking, de l'opportunité des solutions de smart parking appliquées au space management, surtout dans le contexte que l'on connaît. Donc un rapide état des lieux du parking d'entreprise. Selon une étude INSEE en 2019, c'est encore 70% de la population active qui utilise son véhicule personnel pour se rendre au travail. Alors c'est surtout vrai sur la grande couronne des grandes métropoles en France, et je pense que c'est très très vrai, peut-être encore plus vrai pour le Duché du Luxembourg. Donc la voiture est encore très importante, et je pense pour pas mal d'années à venir. Souvent, ce que l'on constate, c'est que les parkings sont trop petits par rapport à la demande. Donc pas assez de place pour l'ensemble des salariés. Un taux d'occupation qui malheureusement n'est pas optimisé, parce qu'on est encore sur des systèmes un peu old school, un peu archaïques, où les places sont attitrées. Les personnes qui ont ces places attitrées sont peut-être en congé, peut-être malades, et donc les places sont vacantes et malheureusement ne sont pas utilisées. Notamment aussi sur ce taux d'occupation non optimisé, on peut constater alors ce qu'on appelle des véhicules ventouses dans le milieu, donc des voitures qui vont squatter les places. Donc peut-être que certains salariés vont considérer les places de parking comme des places personnelles. Et encore une fois, l'utilisation de la place n'est pas maximisée, n'est pas optimisée. Et le dernier constat, c'est que aujourd'hui, un peu moins de 20% des entreprises ont un système de solutions dynamiques, de smart parking, d'outils pour piloter au mieux
leur parking et permettre de donner des outils digitaux à leurs salariés. Donc fort de ce constat et fort de la situation actuelle, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une vraie opportunité pour les entreprises d'adopter des solutions de smart parking. Déjà, pour répondre à la demande de stationnement qui est plus forte, puisqu'aujourd'hui, les salariés vont, mine de rien, privilégier la voiture compte tenu du contexte sanitaire. Par rapport au flex office et par rapport au télétravail qui est mis en avant, ben forcément, la demande va être un peu difficile à anticiper. Demain j'ai une réunion qui vient de se planifier in situ, pas on situ, in situ. Donc, il faut que je puisse avoir une place de stationnement. Donc, bah, il va falloir adopter une politique et des process de space management plus modernes, plus adaptés, plus personnalisés, plus flexibles. Comme je vous le disais, l'idée, bah, comme on en a parlé, c'est d'optimiser le taux de remplissage du parking, donc de faire que les quelques places de stationnement soient vraiment occupées par des gens qui en ont besoin de 14h à 15h un vendredi après-midi parce qu'une réunion vient de se caler. Donc on veut que toutes les places soient optimisées en permanence et utilisées en permanence. Donc pour ce faire, l'entreprise va devoir se doter d'outils digitaux et d'outils de supervision. Derrière, la valeur ajoutée qu'on souhaite offrir aux salariés, c'est un parcours salarié, un petit peu comme on utilise dans le terme marketing pour les centres commerciaux. Au même titre qu'on utilise le parcours client, on va parler de parcours salarié sans couture, parce que le salarié doit pouvoir se rendre à n'importe quel moment, réserver au travail, réserver une salle de réunion, réserver une salle de parking, très simplement apporter une vraie fluidité sans accroc. Tout ça pour optimiser la performance du travail, tout simplement. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail de nos solutions, donc qu'est-ce que propose OneSitu? Donc déjà, on vous propose toute la verticale de la solution de Smart Parking. Ça commence déjà par l'infrastructure de détection. Donc soit on va installer des capteurs magnétiques sans fil au sol, ou alors des capteurs laser infrarouge avec un voyant LED RGB au-dessus de la place. Donc ça, ce capteur laser infrarouge, c'est le dernier né de OneSitu. On en est très fiers, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ces capteurs vont permettre de compter et de détecter les véhicules, et donc de compter s'il y a des places disponibles ou des places occupées. Grâce au Bluetooth qui est intégré dans chaque capteur, on va pouvoir interagir avec le badge beacon que l'on va distribuer aux salariés qui sera fixé dans le véhicule. Grâce à ce beacon, alors j'y reviendrai, on va pouvoir avoir de nombreuses solutions digitales comme la réservation de place, comme le contrôle des ayants droit. On va pouvoir faire de la géolocalisation, pouvoir faire du beaconing. Toutes ces informations vont être agrégées par une gateway, un concentrateur radio. Donc on est sur une architecture objet connecté, point à point, 868 MHz. Ce concentrateur va ensuite renvoyer les informations sur déjà pour faire du guidage à la place, du guidage à la zone, va renvoyer l'information en temps réel sur des afficheurs dynamiques positionnés stratégiquement aux différentes zones du parking, en entrée, en intersection, entre les niveaux. Ensuite, cette information va être agrégée et renvoyée vers notre serveur, donc vers un serveur distant sur le cloud. Et ensuite, ces informations agrégées vont pouvoir être renvoyées soit via API, soit via web service, vers des applications existantes, vers des sites web, ou tout simplement vers le smartphone du salarié. Ce qui est important, je vais tout de suite passer sur notre dernier né, le capteur OS200, notre bébé. Donc comme tous nos capteurs, c'est un capteur plug and play. Il est, comme son nom l'indique, on l'installe et ça fonctionne tout de suite. L'intérêt de ce capteur, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de chemin de câble en partie supérieure du parking. On n'a pas besoin de le câbler puisqu'il est autonome et il est sur batterie. Donc ça déjà, c'est un vrai avantage en termes de gain de pause. On peut équiper des parkings existants très facilement. Et puis aussi un intérêt économique. Pas de chemin de câble, pas de câblage. C'est un vrai intérêt économique sur l'équipement et sur la main d'œuvre. Ensuite, il est équipé d'un voyant LED RGB basse consommation. Donc là, l'intérêt du voyant, c'est déjà de faire du guidage à la place, de pouvoir simplement et efficacement indiquer visuellement à vos salariés quelles sont les dernières places disponibles avec ce voyant rouge-vert.
On va pouvoir traiter les différentes typologies de places, que ce soit les places PMR, les places famille, les places électriques, les places direction, les places VIP, les places visiteurs. Et également avec Saled, on va pouvoir rentrer dans une dynamique de réservation de places, et avec une couleur adaptée à définir, on va pouvoir signifier visuellement que la place qui clignote par exemple en violet, que cette place vient d'être réservée. Elle est réservée par exemple pour 20 minutes, donc pendant 20 minutes, les gens se doivent de respecter cette place, donc de ne pas s'y garer puisqu'un autre salarié l'a réservée pour une réunion importante par exemple. L'intérêt de la réservation de place, c'est surtout quand on est sur du multisite et que vous avez une typologie de salariés qui fait la navette entre les différents sites pour piloter des équipes, pour participer à des réunions. Et l'intérêt, c'est de pouvoir, encore une fois, fluidifier le parcours salarié en permettant à ce salarié de réserver sa place et d'être sûr d'arriver à sa réunion à l'heure avec une place qui lui est réservée au moins 1 sur un pool de places dédiées pour, encore une fois, maximiser la performance au sein de l'entreprise. L'autre intérêt économique de ce capteur, donc il est en version monoplace, donc ça c'est le top du top pour la visualisation de la place disponible, mais on l'a également en version biplace. Donc le capteur va être positionné entre 2 places. La LED va gérer 2 places, c'est-à-dire que si une des 2 places reste libre, la LED du capteur va rester verte. Il va falloir que les 2 places soient occupées pour que la LED passe rouge. Bien entendu, vous l'avez compris, l'intérêt est économique puisqu'on n'installe qu'un capteur pour 2 places, et donc là ça permet de réduire la facture in fine. Donc pas de chemin de câble, pas de câblage, et la version biplace, avec une autonomie de 5 ans. Donc, comme je vous le disais, donc l'intérêt du smart parking, alors l'intérêt premier physique, donc bien sûr le guidage à la place avec la LED, également le guidage sur les différentes zones de stationnement. Donc tout ça passe par du guidage physique sur site, in situ, du guidage à la zone en entrée de parking, donc on va indiquer directement les différentes l'état de disponibilité des différentes zones, donc directement en entrée de zone. Ensuite, on va en mettre, comme je vous le disais préalablement, aux différents endroits stratégiques. Donc là, la personnalisation de l'affichage dynamique est sans fin. On fait des petits totems, des grands totems, des petits afficheurs, du libre, du complet. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et ensuite, le vrai intérêt de ces solutions de stationnement intelligente et digitale, c'est de disposer de l'information au préalable avant de se rendre sur site, grâce aux applications smartphone, donc qui peuvent se matérialiser par une web app, ou également par une application fournie par Poste Télécom, ou une application déjà existante au sein de l'entreprise, qui va agréger l'ensemble des données du smart building, donc à savoir l'état de réservation des places, l'état d'occupation des bureaux, etc., etc. Donc là, vous avez un exemple sous les yeux d'un parking au Luxembourg de la BUI qui est équipé de nos solutions, et d'un autre parking là, chez Air France à Paris, où on peut voir très simplement et visuellement l'état d'occupation des places, avec un report de la numérotation des places physiques sur place, pour faciliter justement donc le repérage des places disponibles et faciliter la procédure de réservation de places. Donc tout ça, vous l'aurez compris, je le répète, c'est de fluidifier le parcours des salariés et d'apporter une expérience salariée digitale et sans couture et fluidifiée. Je vous remercie de votre attention, et j'espère vous avoir convaincu de l'importance et de l'utilité de ces solutions. Merci. La question numéro 2 de notre sondage est maintenant ouverte sur notre page de chat. Je vous invite à y répondre. Gilbert Van Coenberg, que nous accueillons maintenant, est Senior Enterprise Sales Manager chez Condeco, une société d'origine britannique. Depuis 15 ans déjà, Condeco se consacre aux technologies de gestion de l'espace de travail. Aujourd'hui, les produits de Condeco aident les entreprises du monde entier à transformer leurs espaces de travail et à améliorer leur productivité. Pendant que je vous présentais
Gilbert, la troisième question de notre sondage a été ouverte. Je vous invite également à y répondre. Gilbert, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc aussi de mon côté, bonjour à tous et à toutes. En fait, l'objectif de notre présentation d'aujourd'hui, c'est de vous amener dans le processus comment vous transformez votre façon de travailler. Et en fait, nous avons constaté tous que à cause de la crise, la pandémie Covid-19, il y a un vrai besoin de pouvoir gérer et donner aux employés les moyens de travailler où ils sont le plus productifs. Je vous expliquerai pourquoi cela. D'abord, un tout petit peu sur la société Condico. En fait, qui sommes-nous? Nous sommes pionniers et leaders du marché dans le logiciel pour la réservation des espaces de travail et la planification des ressources. Si je peux vous demander de retenir 3 chiffres sur la société Condico, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a à peu près 6,5, donc 6 500 000 utilisateurs qui utilisent nos solutions à travers de à peu près 1700 clients. Et nous sommes une société d'une taille d'à peu près 350 employés. Je vous amène dans une histoire qui est focalisée sur 3 points. Comment optimiser votre façon de travailler. La première, c'est comment gérer le retour au bureau. La deuxième partie, c'est consacré au travailler où les employés sont le plus productifs. Et la troisième partie est consacrée à comment vous transformez vos espaces de travail dans une façon numérique. Commençons avec le retour au bureau. Quels sont les éléments clés pour gérer le retour au bureau? D'abord, il faut que la solution soit capable de gérer efficacement vos zones à risque, par exemple en vous permettant de condamner des postes de travail ou des zones de travail. Et ce qui est très important, c'est qu'une fois que ça s'est fait, que les employés concernés, ils en sont informés automatiquement. Le deuxième point clé, c'est en fait que la solution que nous proposons, c'est qu'elle vous permet à contrôler le flux de personnes qui viennent au bureau. Par exemple, en limitant le nombre de réservations par personne, par employé mensuellement. Troisième élément clé, c'est qu'en fait, qu'un employé ne commence pas son chemin vers le travail sans qu'il ou elle a eu au préalable la confirmation que le bureau que la personne a réservé, que ce bureau est toujours disponible. Un autre élément clé de la solution, c'est qu'en fait, la solution vous propose un workflow qui vous permet d'assurer la sécurité sanitaire avec un workflow de désinfectation. Ce workflow, en fait, il permet d'annuler automatiquement des réservations qui ont été faites si l'espace n'a pas été marqué comme nettoyé. Et le point final, et malheureusement, nous avons eu quelques clients qui ont déjà utilisé cette fonctionnalité. En fait, la dernière point clé, c'est en fait de permettre d'avoir une traçabilité sur, par exemple, des personnes qui ont été en contact avec une personne qui est testée positive sur le Covid-19. Ça sont en fait les 5 éléments clés pour une solution pour gérer efficacement le retour au bureau. Maintenant, donc, quelle approche? L'approche que nous préconisons, c'est mobile avant tout. Donc, en fait, vous avez à votre disposition une application mobile dédiée pour gérer le processus que je viens de vous décrire de bout en bout. L'application, par exemple, permet aux employés de trouver et de réserver des bureaux. L'application fournit aussi un état quotidien d'espace de travail ouvert
ou fermés avant qu'ils ne partent de chez eux. Et par exemple, ça aide aussi à trouver un collègue si par exemple on a besoin de travailler avec un collègue un jour précis sur un projet précis. Si l'utilisateur de la solution le permet, le check-in peut se faire automatiquement par moyen de géolocalisation à travers le smartphone. Donc c'est une approche mobile avant tout. La deuxième phase, ce que je vous avais décrit, c'est qu'est-ce qui se passe demain. Donc en fait, demain, la question clé, c'est travailler ou pas travailler. Non, en fait, la question clé, c'est pas travailler ou pas travailler, c'est où travailler. Donc, nous constatons que au sein d'entreprises, en fait, il y a différents types de travail. Et en fait, nous pouvons reclasser le rôle des employés en utilisant, par exemple, la valeur ajoutée offerte par le travail à distance. Donc, le premier type, c'est le type qu'on appelle entièrement distant. Ça, c'est typiquement des rôles qui permettent, par exemple, de travailler à la maison, de travailler de chez eux à tout moment. Deuxième type de travail, c'est que nous appelons le hybride distant. Là, il s'agit des rôles où plusieurs environnements conviennent. Ça peut être le bureau, ça peut être aussi le travail à la maison. Puis le troisième rôle, c'est ce qu'on appelle à distance par exception. Donc là, c'est un type de rôle où le bureau est le choix préféré, mais le rôle pourvoit aussi la possibilité de travailler à distance. Et le dernier rôle, en fait, ce sont des rôles sur site. Là, il s'agit des rôles qui sont en fait incompatibles avec un travail à distance. Et ce qui est très important dans l'implémentation d'une solution pour gérer les espaces de travail, c'est qu'on est conscient que chaque type de travail exige des besoins différents sur le lieu de travail et que la solution est flexible pour qu'on travaille là où on est le plus productif possible. Et après, c'est l'avenir. En fait, l'avenir constitue de comment stimuler la transformation numérique de l'espace de travail. Et là, en fait, il s'agit des données. L'analyse des données pour comprendre la demande, par exemple, mesurer le taux de réservation de l'espace pour calculer la demande en bureau, en salle de réunion et placement parking. Deuxièmement, c'est d'analyser l'utilisation de la solution. Par exemple, en utilisant des capteurs, en utilisant la signalisation numérique interactive et par exemple le check-in automatique pour mesurer l'utilisation d'un espace. Dernier point, c'est de choisir une superficie de biens immobiliers adaptée. Et là, en fait, c'est suivre la demande et l'utilisation pour que vous puissiez, en tant qu'entreprise, vous puissiez mettre à disposition à vos employés des biens immobiliers correspondant à l'utilisation. Et là, l'objectif, c'est que nous arrivons à une application qui permet aux employés, n'importe quelle activité qu'ils doivent faire, tant que stationnement, réunion simple, utilisation d'espaces modules temporaires ou le travail sur site, qu'en fait l'employé aura à sa disposition une application lui permettant de trouver et de réserver à travers de plusieurs moyens, à travers le web, à travers d'une application mobile ou des bornes, pour faire en sorte qu'on met à disposition l'espace de travail qui va bien et la solution est ouverte pour que vous puissiez l'interfacer avec plusieurs applications qui donnent des valeurs ajoutées à la solution. Je vous remercie. Notre intervenant suivant, Terry Fernhead, est le directeur général de CSM,
une entreprise française qui a développé une technologie exclusive basée sur l'utilisation d'objets connectés. Cette technologie permet de collecter les informations en temps réel afin de quantifier et d'analyser l'occupation des espaces de travail et d'en améliorer les usages. La 4e question de notre sondage vient d'être ouverte. Je vous invite à y répondre. À vous, Terry. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous recevoir ici. Alors, en réalité, on parle beaucoup des transformations qui sont liées à la situation actuelle et à la crise sanitaire qui nous impacte tous. La réalité, c'est que le monde du travail est en constante transformation avec des nouveaux modes d'organisation, des nouveaux modes de travail, un travail plus flexible, des organisations plus matricielles, moins pyramidales, l'arrivée de nouvelles générations qui ont l'habitude de travailler différemment depuis différents endroits, à différents horaires, avec plus de fluidité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et tout ça facilité par l'arrivée de nouvelles technologies. Ce qu'on remarque, c'est que les changements dont on parle sont en réalité de plus en plus rapides. Si on regarde le délai d'adoption de certaines technologies, le téléphone a mis 75 ans avant d'atteindre 50 millions d'utilisateurs, quand Facebook aura mis 3 ans et demi et Angry Birds, l'application de jeu sur mobile qui est déjà sortie il y a quelques années, aura mis seulement 35 jours. Donc les changements sont de plus en plus rapides et les transformations sont de plus en plus rapides. Et finalement, la crise sanitaire qu'on a vécue ces derniers temps n'est finalement qu'un accélérateur et un révélateur de ces transformations qui nous a tous forcés à nous rendre compte qu'on peut travailler différemment, qu'on doit parfois travailler différemment et nous permet de remettre un peu en question les modes de travail. De ce fait, l'environnement de travail doit également s'adapter aux nouveaux usages et aux nouveaux modes de travail. Selon nous, l'environnement de travail doit être connecté, dynamique et intelligent. Connecté à la fois pour recevoir de l'information, pour partager de l'information, avec évidemment le Wi-Fi, avec aujourd'hui la 4G, demain la 5G, qui permettra également de travailler différemment, mais aussi les IoT pour capter de l'information et la faire remonter pour permettre d'utiliser ces données et d'informer la manière dont on va adapter l'environnement de travail, et aussi restituer cette information aux collaborateurs. Dynamique parce que, comme on l'a dit, les modes de travail sont différents aujourd'hui. On ne vient plus au bureau, et particulièrement après la crise sanitaire, simplement pour s'asseoir à un bureau et travailler de manière individuelle. Mais on y vient parce qu'on a besoin de rencontrer les gens, on a besoin de collaborer, on a besoin d'innover et parfois on a également besoin de se concentrer. Le travail ne se passe plus seulement dans un lieu, on en a parlé, il se passe évidemment au bureau, mais il se passe aussi à domicile, il se passe chez des clients, il se passe dans des espaces de coworking, dans des lieux de conférence, en déplacement, etc. Et l'environnement de travail doit donc s'adapter à tous ces usages et à tous ces lieux. Et enfin, l'environnement de travail doit être intelligent, à la fois pour l'utilisateur, donc le collaborateur ou le visiteur, mais aussi pour le gestionnaire et l'exploitant de l'espace. Pour le collaborateur et le visiteur, ça veut dire que lorsque j'arrive dans un endroit et dans un espace, je n'ai pas besoin d'un manuel, je n'ai pas besoin d'une formation pour comprendre comment l'espace fonctionne, pour comprendre où est-ce que je peux trouver de l'espace, pour comprendre également quelles sont les règles que je dois respecter, ce qui est particulièrement important en ce moment avec les règles sanitaires. Et pour l'exploitant, il doit être facile à gérer. Et donc, l'environnement doit capter de l'information pour pouvoir permettre aux gestionnaires à la fois d'adapter les services, mais adapter également l'offre d'espace au fur et à mesure du temps. Alors, la mission de CSM, c'est de transformer avec ses clients l'usage de l'immeuble de bureau. Et c'est surtout d'aider nos clients à trouver le juste équilibre entre l'expérience collaborateur, la qualité de vie pour les salariés et les visiteurs, et la performance des espaces de travail. C'est de résoudre cette équation qui n'est pas toujours facile à résoudre. Et tout ça pourquoi ? Pour apporter de l'efficacité à l'organisation, pour améliorer la collaboration et pour accroître l'attractivité de l'entreprise.
Donc CSM, c'est une société qui a été créée en 2017 et qui a déjà plus de 70 clients dans 11 pays. Et nous avons déjà équipé plus d'1 million de mètres carrés avec nos clients, dont certains sont des clients particulièrement connus et reconnus, et que nous accompagnons sur plusieurs sites dans plusieurs pays, tels que Microsoft, AXA, EY, Air Liquide, dont des clients dans toutes sortes d'industries qui, à des rythmes parfois différents, sont tous impactés par les transformations organisationnelles et les transformations du monde du travail. Pendant l'été, nous avons adapté notre offre pour accompagner nos clients à faire face aux challenges qui ont été révélés par la crise sanitaire, en augmentant un petit peu notre offre et notamment en aidant nos clients sur différents temps, à la fois le court terme, le moyen terme et le long terme. Notre offre Spex Experience, elle répond à ces 3 temps. Sur le court terme, ce qu'on observe, c'est que après la fin du confinement dans la plupart des pays, il y a un réel besoin à la fois pour les collaborateurs et les entreprises de revenir au bureau et de se retrouver, de travailler ensemble. Et pour le faire et garantir la sécurité de tout le monde, il faut rassurer et informer les collaborateurs en leur montrant où est-ce qu'ils peuvent trouver des espaces sûrs en temps réel, et il faut les informer et les accompagner pendant tout leur parcours avant et dans l'entreprise. Le deuxième temps, qui est un peu le moyen terme, c'est comment est-ce qu'on accompagne les exploitants de sites dans la montée en puissance. On est aujourd'hui sur des taux d'occupation des bâtiments chez nos clients qui sont autour de 20-30%, mais on va essayer de faire revenir de plus en plus de monde. Comment est-ce qu'on fournit des outils de gestion et de pilotage aux exploitants pour à la fois qu'ils puissent faire respecter les règles sanitaires et suivre l'application de ces règles sanitaires, mais aussi optimiser tous les coûts de service qui sont notamment générés par la crise sanitaire et notamment les coûts de nettoyage dont mon collègue parlait juste avant. Donc on fournit des outils qui vont permettre d'alerter les gestionnaires et aussi d'optimiser ces coûts. Et enfin, le long terme, il ne faut pas le perdre de vue. En effet, aujourd'hui, on est dans un temps où personne ne peut prédire ce qui va se passer demain. Personne n'a de réelle boule de cristal pour savoir à quoi le bureau ressemblera demain et quels seront les besoins des collaborateurs en termes de type d'espace et de taille d'espace. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est suivre les besoins des collaborateurs et mesurer ceci pour fournir les analyses qui vont permettre aux gestionnaires d'espace, aux directeurs immobiliers, d'analyser et de dimensionner les espaces dont ils ont besoin dans le futur en fonction de l'évolution des besoins. Alors derrière cette offre, il y a des livrables très concrets, notamment une gamme de capteurs qui fait notre force. C'est une gamme de capteurs qui est unique et qui s'adapte à tout type de mesures que souhaiteraient avoir nos clients. Du plus granulaire au plus large, à la fois pour la mesure granulaire au niveau d'un poste de travail ou d'une salle d'isolation par exemple, jusqu'au plus large tel qu'une zone de restaurant ou un bâtiment entier. Et pour ce faire, on a une gamme qui permet de répondre à tous les besoins. Donc une gamme de capteurs filaires, mais également une gamme de capteurs sans fil. Une gamme de capteurs qui va permettre soit de détecter la présence pour une mesure au meilleur coût, une gamme qui va permettre également de mesurer à la fois dans des zones le nombre de personnes qui s'y trouvent, mais aussi dans des salles de réunion, avec un capteur qui est unique sur le marché, qui est un capteur de comptage sans fil, avec une durée de vie de 5 ans, et qui permet donc, notamment dans le cadre d'une salle de réunion, à la fois de mesurer en temps réel l'occupation de cette salle, est-ce qu'elle est utilisée ou non, pour informer les collaborateurs et savoir s'ils peuvent utiliser cette salle, mais aussi qui va capter de la donnée sur la qualité d'occupation d'une salle de réunion. Et on sait bien qu'aujourd'hui, on a des capacités sanitaires réduites. Ça permet donc de nous assurer que les gens ne vont pas utiliser les espaces au-delà de la capacité. Mais demain, ça permet aussi de se poser la question du dimensionnement de ces salles de réunion et de se poser la question de la pertinence de grandes salles de 12 personnes quand la plupart des réunions se font entre 2 et 3 personnes, par exemple. On a également toute une interface utilisateur. Quand on parle d'utilisateur, on a 2 types d'utilisateurs, à la fois les collaborateurs et aussi les exploitants. Donc on a une app mobile à destination des utilisateurs qui va leur permettre à la fois de préparer leur venue en annonçant le fait qu'ils vont venir au bureau pour permettre aux gestionnaires de prévoir l'espace et les services qui vont être nécessaires, mais aussi lorsqu'ils arrivent sur site, de voir en temps réel où les espaces disponibles se trouvent,
quelles salles de réunion sont disponibles, mais également de connaître le statut sanitaire de ces espaces. Est-ce qu'ils ont été nettoyés ou non, ou est-ce que je dois attendre avant de les utiliser? L'autre versant de cette application, c'est un versant exploitant qui va fournir aux gestionnaires de sites et aux équipes de propreté une information en temps réel sur les espaces qui doivent être utilisés. Ce qu'on observe chez nos clients, c'est que lorsqu'on a une occupation de 20 à 30% sur site, bien entendu, ce n'est pas toutes les salles de réunion qui sont utilisées. Et donc, on peut informer en temps réel les équipes de propreté pour diriger leurs efforts sur les zones qui ont été utilisées. Et de la même manière, lorsqu'on arrive à une capacité plus élevée dans le bâtiment, on va pouvoir fluidifier la propreté et adapter le nettoyage au cours de la journée pour remettre à disposition des salariés des espaces propres au cours de la journée. Donc un affichage qui est à la fois sur mobile, sur web, mais également sur des afficheurs dynamiques tels que des écrans. Et enfin, là on retrouve l'expertise immobilière de CSM, des dashboards qui vont fournir une information aux exploitants pour visualiser l'occupation du site, mais également identifier des pistes d'amélioration. Et c'est un réel outil d'aide à la décision dans la réflexion du bureau de demain, du dimensionnement des espaces par typologie d'espace. Donc pour synthétiser, les bénéfices qu'on va apporter à l'organisation, c'est à la fois améliorer l'efficacité en fluidifiant le parcours des salariés, améliorer l'attractivité de l'entreprise en développant un environnement de travail plus adapté, et développer l'agilité aussi en fournissant les outils d'aide à la décision pour les gestionnaires immobiliers. On les aide à résoudre cette équation toujours difficile entre qualité de vie au travail, expérience collaborateur et performance économique de l'entreprise, et avec une solution qui est plug and play, qui est déployable en quelques semaines. Nous différencions, c'est qu'on est présent à l'étranger. On a plusieurs modèles économiques disponibles, dont la location, pour des clients qui n'ont pas forcément de capitaux à investir. Et encore une fois, on a une gamme de capteurs qui est unique sur le marché, qui permet de mesurer avec la granularité nécessaire au meilleur coût, et avec un capteur unique qui est un capteur de comptage sans fil. Merci à tous. Merci Terry. J'invite maintenant nos experts à me rejoindre sur scène et à prendre place pour entamer la table ronde qui va suivre. Pendant que nos experts prennent place, j'invite les internautes à répondre à la dernière question de notre sondage. Bienvenue autour de cette table ronde consacrée aux promesses et aux enjeux des technologies de l'Internet des objets et à la transformation des espaces de travail. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, basée à Genève, estime que près de 2,7 milliards de personnes, c'est-à-dire plus de 80% de la main-d'œuvre mondiale, ont été affectés par les fermetures d'entreprises et les mesures de confinement imposées par la pandémie de Covid-19. Ces chiffres impressionnants démontrent que nous devons nous faire à l'idée que le monde du travail ne sera plus jamais le même qu'avant la crise sanitaire. Heureusement, des solutions digitales existent et peuvent nous permettre de faire face aux défis qui nous attendent. Pour en débattre, nous avons réuni les experts IoT de Poste et ses partenaires en la matière. Laurent Rapin de Poste Télécom. Enchanté. Terry Fernhead de CSM. Gilbert Van Kouwenberg de Condeco. Gauthier Jourdain de OneSitu et Sébastien Ponce du groupe Poste. Bonjour. Pour entamer le débat, j'aimerais poser à tous la même question. Ah, quelqu'un doit nous rejoindre? Oui. Oui. Terry, il faudrait que tu... Mets-toi au pupitre à la rigueur. Ouais. Échangeons nos places. Cette question est la suivante. Parmi les problématiques et les solutions que vous venez d'évoquer, quelles sont celles, selon vous, qui doivent être abordées à court terme? En somme, à quoi les entreprises doivent-elles se préparer dès maintenant? Commençons par vous, Laurent. Merci de me donner la parole.
Alors on a vu différentes solutions sur lesquelles chacun de mes partenaires sera amené à revenir. Il y a 2 sujets, je pense, qui doivent être adressés à court terme. Il y en a un, c'est la dimension RH. Je l'avais un peu évoqué, donc la dimension ressources humaines. J'apporterai une attention particulière en ce moment sur le fait que beaucoup de gens sont télétravail. On parle notamment probablement d'isolement, on parle de différenciation sociale entre ceux qui peuvent venir ou ceux qui ne peuvent pas venir. Et donc toute la notion de micromanagement est un peu difficile, voire même par moments disparaît. Le côté informel aussi a tendance à disparaître. Il n'y a plus le petit coin café, il n'y a plus le petit coin pause cigarette pour les fumeurs, sans en faire l'apologie évidemment. Mais il n'y a plus toutes ces dimensions-là sur lesquelles on peut intervenir. Et donc j'aurai une attention particulière au niveau des RH pour peut-être des formations, des soft skills sur tout ce qui est management pour aider à ne pas perdre le contact pour les personnes avec qui on perdrait le contact. Les workaholics sont encore plus workaholics et les éviteurs sont encore plus éviteurs. Voilà. Donc en partant de là, il y aurait une attention particulière sur ce point. Et l'autre point, je ne sais pas si on a beaucoup prononcé ce mot, mais la partie cybersécurité, le développement du télétravail a été assez rapide. Et il est possible effectivement qu'au niveau des moyens qui ont été mis en œuvre, certaines failles ont pu apparaître, tout le monde n'a pas forcément la même vigilance quand il travaille à son domicile, voilà, etc., etc. Et donc cette dimension-là aussi devrait être appréhendée à très court terme pour s'assurer que des failles de sécurité ne sont pas apparues, des chevaux de Troie, etc. Et donc ce sont ces 2 points-là que je mettrai en avant sur le court terme. Le reste, je pense que mes éminents collaborateurs... Oui, merci Laurent. Terry, quel est votre avis ? Oui, je rejoindrai ce qui vient d'être dit, notamment sur la première partie et sur l'isolement qu'ont pu sentir les collaborateurs pendant cette phase de confinement, et aussi la perte de sens de communauté qui ne facilite pas la collaboration, l'intégration aussi de nouveaux collaborateurs pendant cette phase qui est extrêmement compliquée. Donc pour moi, le plus important, c'est comment est-ce qu'on facilite le retour au bureau des collaborateurs de manière sûre, en garantissant la sécurité de tous, le respect des règles, mais je noterai tout de même qu'on a certains de nos clients qui en parlent, c'est que garantir la sécurité et la distanciation physique, il y a beaucoup de solutions qui sont mises en place aujourd'hui qui sont un petit peu anxiogènes. C'est beaucoup de signalétique rouge, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Donc c'est essayer de trouver et de recréer un environnement qui est accueillant et qui permet de garantir la sécurité des gens. Donc c'est là où la technologie a tout son rôle, c'est de pouvoir mettre en place des solutions qui sont complètement transparentes pour les utilisateurs, qui permettent de créer un environnement simple d'accès, sans besoin de signalétique, mais qui, juste grâce au téléphone portable, va permettre d'identifier facilement où est-ce que je peux m'installer tout en sécurité, comment est-ce que je peux jouer mon rôle dans la distanciation physique, le respect des règles, sans pour autant voilà, créer un environnement anxiogène. Et donc pour moi, c'est ça, je pense, qui est crucial à ce stade, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens puissent se retrouver sur le lieu de travail de manière, voilà, en toute sécurité. Merci Terry. Gilbert, quelle est votre opinion ? Donc en fait, je joins d'un côté aussi M. Fernet en disant que suite aux discussions avec des clients et des prospects, en fait, il s'avère que actuellement la priorité, c'est de gérer le retour au bureau d'une façon efficace et sécurisée. Sécurisée pas uniquement pour les employés, mais surtout aussi pour la famille des employés et les clients de la société, qui amène aussi l'aspect que ça garantit aussi aux sociétés d'avoir les moyens d'assurer la business continuity, parce qu'il faut que le business continue. Donc avoir les gens, les employés là, travailler où ils sont le plus productifs, c'est primordial. Et au même temps, il ne faut pas que les sociétés qu'ils oublient l'avenir, parce qu'en fait la crise, la pandémie, j'espère, elle ne va pas durer. Donc il faut que maintenant, actuellement, les sociétés ils commencent déjà à planifier l'avenir. Planifier l'avenir, c'est-à-dire récolter des données sur, par exemple, à travers une solution numérisée, sur l'utilisation des espaces de travail pour en tenir des conclusions, comment la société peut optimiser les biens immobiliers pour le futur. Merci Gilbert. Gauthier Jourdain, vous êtes le directeur technique de Wensitu. Tout à fait. À quoi les entreprises doivent-elles se préparer dès maintenant ? Je pense qu'on a déjà
Mes collègues ici présents ont déjà bien dressé le tableau en fait, des sujets importants, des questions qui se posent aujourd'hui, notamment sur le retour au travail, les modifications d'utilisation en fait, des ressources disponibles, des ressources de bureaux et d'espaces partagés. On note dans cette période un grand déport vers l'utilisation de la voiture aussi. Les gens se sentent plus à l'aise en étant eux-mêmes maîtres de leur véhicule et de leur espace plutôt que d'utiliser les transports en commun dans cette période-là. Donc sur la question de retour au bureau, on note aussi un stress sur l'utilisation du parking en ce qui concerne nos solutions. Je pense que ce qui est important à la fois pour le court terme mais aussi pour envisager l'avenir, comme vous le disiez, il faut imaginer aussi l'après-crise sans forcément s'y arrêter. Je pense que ces espaces-là, il faut, comme vous le disiez, informer et capitaliser sur la collecte d'informations et la digitalisation de ces informations pour en faire une force pour le futur et mieux utiliser ces ressources. Donc je pense que ce qui est important à court terme, c'est de basculer dans cette logique en fait, d'utiliser et d'optimiser nos ressources en créant une collection de ces informations. Je pense que notamment sur le parking, il faut essayer de passer à cette logique de faire du flex parking, vraiment de partager cette ressource en donnant l'information disponible à tous nos employés, des ressources disponibles, et pour pouvoir la partager de manière intelligente, j'ai envie de dire. Et en faisant cette bascule dans un monde où on digitalise l'information, on la rend disponible, on va trouver des usages d'optimisation qui permettront d'une part de mieux les utiliser, mais aussi d'être plus serein, c'est-à-dire d'avoir une information partagée, connue, maîtrisée, et d'aider en fait les employés à avoir une vie au travail qui est plus intégrée et plus apaisée, on va dire, pour faire des usages et des solutions où chaque entreprise va mettre en place elle-même ses propres décisions vis-à-vis de ce que ses employés demandent, de la capacité ou pas des ressources. Mais je pense qu'il est important de faire cette bascule vers un monde dans lequel on utilise les données qui sont disponibles. Oui, tout à fait. Merci Gauthier. Sébastien Ponce, vous faites partie du groupe Post et vous y exercez la fonction de Facility Manager. Quelle est votre perception, Sébastien ? Ce que je pense qu'on peut retirer de la crise qu'on vient de traverser, c'est cette façon dont les entreprises ont été obligées de se réinventer, de se rediriger vers, simplement pour assurer la continuité de leur service, comme on en parlait juste avant, ont été obligés de forcer le travail à distance. C'est quelque chose qui, jusqu'à présent, était évoqué, mais on n'y a jamais eu recours de manière aussi massive. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une nouveauté. Il n'y a plus de contraintes techniques qui s'opposent à ce changement du travail. Bon, après, on peut toujours, je pense à un autre débat, rediscuter de l'aspect relationnel de ce recours massif au télétravail. En tout cas, les freins techniques n'existent plus personne ne peut le remettre en cause, ça fait clairement l'unanimité, et ça permet justement de complètement réorganiser l'environnement de travail tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. Merci Sébastien. En tant que Facility Manager, vous êtes fortement impliqué dans la construction du nouveau siège officiel de Poste au Luxembourg. Quelles solutions le groupe Post a-t-il prévu de mettre en œuvre pour réinventer l'environnement de travail dans ce nouveau complexe ? Exactement, donc Poste Luxembourg construit actuellement son nouveau siège en face de la gare. C'est un immeuble qui sera livré pour octobre 2022. Et donc c'est un développement immobilier que nous avions initié bien avant la crise, justement. Et l'enseignement, pour rebondir sur ce que je disais juste avant, l'enseignement qu'on peut retirer de cette crise, c'est que maintenant, un collaborateur, pour pouvoir travailler, n'a plus besoin d'un bureau fixe, n'a plus besoin d'une armoire, n'a plus besoin d'une chaise, mais il a besoin d'une connectivité. Et avec cette connectivité, aujourd'hui, il lui suffit d'avoir un smartphone, un laptop, et il peut prester depuis n'importe quel endroit. Et donc, c'est justement un peu là-dessus qu'on souhaite rebondir. Il faut savoir que chez Post, les 2 derniers bâtiments, et notamment celui de notre siège actuel,
Ce sont des bâtiments déjà construits sur un modèle d'open space. Donc on connaît justement ce mix entre les différents espaces de travail qui est nécessaire pour nos collaborateurs afin de pouvoir avoir des réunions informelles pour se retirer, pour organiser des projets sans déranger l'ensemble du bureau paysager. Et donc tout ceci réuni nous a posé la question de nous dire on connaît les besoins, mais quel est le retour par rapport à l'utilisation quotidienne de nos collaborateurs? Et donc, c'est là justement qu'on a fait appel à la solution développée par Poste Télécom et CSM, justement avec ces capteurs de présence, qu'on a très rapidement pu déployer. C'est un des grands avantages, je pense, de ces solutions, c'est que vous placez simplement un capteur et il commence à prendre ses mesures. Derrière, après, c'est simplement un paramétrage à faire au niveau des plateformes pour extraire les rapports dont vous avez besoin, mais très rapidement, vous avez des données chiffrées. Le problème qu'on rencontre, c'est que on a énormément de salles de réunion dans notre bâtiment actuel. Et ces salles de réunion, on a un problème à connaître de manière vraiment exacte leur utilisation. Donc certes, on peut toujours s'orienter sur les systèmes de réservation des salles de réunion, mais ça donne une information qui est erronée. On en parlait tout à l'heure. Je pense que quelqu'un qui réserve une salle de réunion va se prévoir une certaine marge de manœuvre, donc va peut-être réserver la salle de réunion sur un espace plus long, avec peut-être une surcapacité par rapport aux réels besoins. Tout simplement pour être certain que si quelqu'un se rajoute en dernière minute, ce sera toujours possible de tenir sa réunion. Bien entendu, ce sont des considérations qui sont complètement à recontextualiser justement dans le cadre de la crise sanitaire qu'on a connue et qu'on connaît. Et donc, une fois que tout ce retour d'information est possible, on a vraiment des données chiffrées. Donc, ça nous permet aujourd'hui de savoir, on a une offre de salle de réunion, on a une demande, est-ce que cela est en phase? Et donc sur base de ça, sur base de ces nouvelles configurations, ça va nous permettre de faire des analyses, justement dans le but de planifier notre nouveau bâtiment. Et donc justement de savoir est-ce qu'un collaborateur d'un département X aura plutôt une préférence à réserver un type de salle de réunion particulier? Est-ce que c'est le mobilier qui va faire la différence? Et donc toutes ces données vont nous permettre vraiment de l'intégrer dans notre nouvel immeuble. Et sur cette base-là, on espère vraiment offrir un environnement de travail qui correspondra le plus possible aux attentes, avec ce côté novateur et cette connectivité très poussée justement pour faciliter tout ça. Merci Sébastien. Oui, tout cela est question d'équilibre, finalement. Terry, justement, comment transformer le lieu de travail en quelque chose de nouveau sans détruire des éléments du passé qui ont prouvé leur valeur? Je vais partir de ce que disait Sébastien juste avant, parce qu'effectivement, nous, on ne pose pas pour complètement réinventer le bureau. Il y a plein de choses qui marchent très bien et qui ont fait leurs preuves. Ce qu'on observe dans le monde de l'immobilier, notamment, c'est qu'auparavant, et encore aujourd'hui chez beaucoup de clients, les décisions sont plutôt guidées par des perceptions. C'est par exemple, moi je trouve qu'il n'y a jamais de salle de réunion disponible, ce qui est parfois vrai, parfois faux, parfois c'est limité à une zone et pas à une autre. Donc l'important c'est de faire la part des choses entre la perception et la réalité. C'est là où le fait de capter de la donnée va venir factualiser et objectiver les décisions. Et donc, dans le cas, par exemple, du nouveau siège de poste, en effet, on peut déjà factualiser la réalité de la disponibilité ou non des espaces. Est-ce que c'est à certaines heures ou non? Est-ce que c'est sur certaines zones ou non? En fonction de quels critères également? Est-ce que c'est des critères de taille? Est-ce que c'est des critères d'équipement des salles de réunion? On a certains de nos clients, par exemple, qui se sont rendus compte que leur salle de 12 personnes était toujours utilisée parce qu'elles avaient un certain type d'équipement. Donc, il a suffi de démultiplier l'équipement de salles plus petites pour libérer beaucoup d'espace dans les grandes salles de réunion. Et donc à partir du moment où on collecte de l'information, on va être capable de faire le tri entre la réalité et la perception des collaborateurs, qui est toujours justifiée par une certaine réalité. Si je marche et que je ne vois pas de salle disponible, c'est une réalité, mais simplement on va au travers de la captation de données, mais aussi de l'analyse de ces données
assez fine, pouvoir fournir des outils d'aide à la décision pour les experts de l'immobilier et justement pour garder tout ce qui fonctionne, éliminer les points de friction pour les collaborateurs et en même temps optimiser l'empreinte immobilière et pas juste démultiplier les espaces qui vont finir par être vides. Merci Thierry. Gilbert, quel retour sur investissement une entreprise peut-elle espérer en déployant une solution de gestion de l'espace de travail? Ça, c'est une question très intéressante. Je pense aussi. Qui intéresse beaucoup de monde. Oui. En fait, il y en a plusieurs. Dans l'immédiat, par exemple, l'investissement se calcule tout de suite sur le fait qu'il y aura une augmentation de la productivité des collaborateurs. Par exemple, en leur offrant la possibilité, s'ils ont besoin de travailler avec un collègue, qu'ils vont pouvoir réserver un bureau au même moment que le collègue ou à côté du collègue au bureau. Donc l'objectif là, c'est de vraiment mettre à disposition de l'employé les moyens de pouvoir travailler là où ils sont le plus productifs. Un autre élément, il ne faut pas oublier non plus, c'est grâce à une telle solution, la société va pouvoir être sûre qu'elle respecte les directives gouvernementales au niveau de la sécurité sanitaire des employés. Et en troisième point, ce qui est très facile à calculer, c'est par exemple la réduction jusqu'à même 50% des coûts de nettoyage des espaces de travail. À mi-terme, par exemple, dans la phase d'optimiser les espaces immobiliers, là, certaines entreprises, certains de nos clients, ils obtiennent à peu près 30, 40, voire même 50% de réduction dans les coûts immobiliers. En même temps, presque 100% de réduction de coûts pour une solution de reprise après sinistre, parce qu'on supprime en fait le besoin d'avoir des espaces de travail alternatifs. Et un élément très important aussi, c'est qu'en fait, il y a en anglais on dit the battle for talent. Donc on cherche tous le talent sur le marché et avoir une réputation en tant qu'entreprise, d'avoir les moyens en place pour permettre un vrai travail flexible, ça augmente les chances d'une entreprise pour obtenir et retenir les meilleurs talents sur le marché. Tout à fait. Merci Gilbert. Gauthier, quelle est la place du parking intelligent dans un contexte de mutation des moyens de mobilité traditionnels? Donc ici, je pense à l'usage du vélo ou de la moto comme alternative à la voiture, aux véhicules partagés, à l'intermodalité, c'est-à-dire la combinaison de différents modes de transport, ou même demain aux véhicules autonomes. Oui, alors là, on parle d'un vrai sujet qui est en fait les transformations complètes, la grande tendance de transformation de nos moyens de transport, qui s'inscrit vraiment dans cette volonté d'être dans la sobriété énergétique notamment et associée au réchauffement climatique de manière générale, avec cette volonté d'avoir des moyens de transport qui soient le plus sobre et efficace. Donc là, on a une véritable tendance lente et longue et sûre, qui est de développer petit à petit l'intermodalité notamment, et une tendance qu'on commence à appeler Mobility as a Service. On commence à utiliser cet acronyme MAS, comme on utilise SaaS pour le software, on parle de Mobility as a Service. Et dans cette tendance-là, on va effectivement chercher, comme je le disais, en fait, à être efficace sur tous les moyens disponibles et à les agencer entre eux de manière à avoir quelque chose de fluide et d'efficace. Là-dedans, on aura forcément la pièce parking à un endroit, c'est-à-dire que le véhicule va rester une des pièces du puzzle, malgré tout. Et donc, il va devoir s'insérer dans ce parcours, pour les individus, des parkings qui seront peut-être partagés, qui seront peut-être des P+R en périphérie de ville, ou même, comme vous le disiez, en imaginant des véhicules autonomes à un horizon moyen terme, des flottes de véhicules pour le dernier kilomètre, qui pourraient venir chercher des gens sur des parkings qui sont au bout de grands transports qui viennent de régions, par exemple. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une pièce dans le puzzle qui sera du parking pour des véhicules. Maintenant, comme je le disais, l'objectif de tout ça, c'est d'arriver à quelque chose d'efficace. Ce qu'on veut, c'est une certaine sobriété et une efficacité dans le parcours de chacun. Et pour ça, on est obligé à un moment, dans l'efficacité, d'avoir un certain nombre d'informations, de les partager
de les rendre fluides. Et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses importantes. D'une part, c'est ce qu'on disait en fait sur les différents moyens qu'on propose aujourd'hui, c'est d'introduire de la donnée en ayant des capteurs qui permettent de collecter cette information. Et en fait, en faisant du partage de ressources, on va le rendre plus efficace en pouvant en utiliser moins, finalement. C'est un peu ça l'idée. On commence à trouver cette notion, finalement, de flexibilité des ressources, où ce qu'on veut, c'est les partager au mieux en ayant une vraie connaissance de leur utilisation. Donc, ce qui est important dans le parking intelligent, c'est qu'il puisse s'insérer dans ce système-là, qui, du coup, va être plus grand que lui. Donc non seulement il faut avoir de la donnée, mais ce qui va être important, c'est de comprendre comment est-ce qu'on s'interface avec tous les autres acteurs qui partagent ces informations et qui veulent les optimiser. Donc là, il y a des vrais sujets, des vrais enjeux en fait, qui sont comment est-ce qu'on interface toutes ces données qu'aujourd'hui on crée. D'une part, donc il faut utiliser les moyens disponibles aujourd'hui pour rendre les choses transparentes entre les différents acteurs, qu'on puisse se les partager, les comprendre, et ensuite aussi pour les sécuriser. Ça fait partie des grands enjeux qui sont de s'assurer, puisqu'on va se partager des informations, qu'il n'y ait pas de personnes qui s'interfacent entre les deux pour venir, on va dire, hacker le système et le rendre désoptimisé. Oui. Merci Gauthier, merci pour cette vision du futur à court et à moyen terme. Je me tourne maintenant vers Laurent Rapin, qui est, rappelons-le, expert IoT chez Post. Laurent, de quels atouts le groupe Post dispose-t-il pour aider les entreprises à tirer parti dès maintenant des potentialités de l'Internet des objets en matière de space management? Au vu de la question, je pense que je vais mettre une casquette peut-être un petit peu plus commerciale. La capacité du groupe Post, c'est de savoir déjà s'adosser avec des partenaires qui ont une expertise forte. J'espère que vous l'avez facilement compris au fur et à mesure de leurs interventions. Des partenaires forts. Je vois avec Condé qu'on est déjà sur des leads très intéressants. Avec CSM, nous avons déjà connecté près d'1 millier de bureaux et de salles de réunion sur Luxembourg. Et avec OneCity, on n'est pas peu fiers de dire qu'on vient de signer un lead très intéressant la semaine dernière avec Veolia sur près de 1400 places de parking. Tout ça sur Luxembourg, donc on a cette fierté-là. Donc, si on a pu les signer, ces leads, c'est parce que, évidemment, les solutions sont bonnes et éprouvées. Au-delà de ça, donc, on est surtout un agrégateur de données. Donc, on est là, on en a parlé beaucoup de cette fameuse donnée. On a besoin d'amener de la visibilité à nos clients sur leur bureau, leur salle de réunion. Mais au-delà de ça, on agrège les données de ces différents verticaux dans une plateforme qui s'appelle Cumulocity, qui est notre plateforme d'agrégation ultime et qui permet de compléter encore ce type de solution. Je pense à ce qu'avait dit Cliff Kongsbruck en introduction, on parle de smart building. Sur ces mêmes clients, on va rajouter des capteurs de température, d'humidité, de CO2 notamment, pour évaluer aussi la qualité de l'air ou dans certains cas peut-être un peu de la toxicité de l'air si malheureusement ça se produit. Donc voilà, on complète, on agrège et on amène la donnée à bon port. Et puis, je dirais, en parallèle, je l'avais un peu évoqué aussi lors de ma présentation, on a un département cybersécurité qui s'assure que toute cette donnée-là est utilisée et n'est pas attrapée ou vérolée. J'entendais ce matin une conférence, quelqu'un qui disait que la donnée n'était pas l'or noir, mais l'uranium. Très riche, mais parfois toxique. Donc, une attention toujours particulière à ça, cette multiplication de données, on doit quand même la sécuriser et la transformer en quelque chose de profitable. Voilà, donc le groupe Post, aujourd'hui, c'est ça. Merci Laurent. Pendant que nous débattions, des questions nous ont été adressées par le public sur notre page de chat, notamment celle-ci. Quelle est la complémentarité entre ces différentes solutions ? Qui peut adresser une réponse à cette question du public ? La complémentarité des solutions. Bon, je vais la prendre, mais je pense que tout le monde pourrait ici y répondre. Je pense qu'on a tous une expertise donnée sur nos différents marchés. Ce que je vois comme point de complémentarité clair, c'est de fluidifier le parcours des collaborateurs et de générer de la donnée en vue de la prise de décision. Alors,
Ce qui est certain, c'est qu'idéalement, on ne veut pas forcément démultiplier les canaux d'accès à l'information pour les collaborateurs. Et c'est pour ça que nous, chez CSM, on a une architecture très ouverte et que toute la donnée qu'on collecte via nos capteurs, qui pour le coup, on amène une réelle expertise. On a certes une application collaborateur qui est mise à disposition, mais néanmoins, si des partenaires tels que par exemple Condeco, qui fournissent une solution de gestion avec également de la réservation, souhaitent utiliser ces données pour compléter l'information qu'ils mettent à disposition des collaborateurs, c'est tout à fait possible puisque nous, on met à disposition ça. Et de la même manière, après, sur l'utilisation des données, les données de réservation de salles, les données de réservation et d'utilisation des parkings, les données d'utilisation réelle des espaces ont une vraie valeur à être combinées parce qu'elles amènent une vision différente d'un même sujet qui est l'utilisation de l'espace par les salariés et qui permettent d'objectiver les besoins. Il y a notamment une très forte complémentarité entre les données de réservation, qui sont la demande à un instant T de collaborateurs sur des espaces, et la réalité de la consommation de l'espace, qui est encore généralement assez éloignée de la réalité. Donc combiner ces données permet d'informer encore mieux des gestionnaires d'espace pour les aider à prendre des décisions immobilières. Et précisément, pardon Laurent, oui. Je vais mettre une casquette alors, cette fois-ci plutôt technico-fonctionnelle. Lorsque l'on travaille avec nos partenaires, dans le cahier des charges, on exprime toujours un besoin d'exposer les données sous forme d'API. Ça veut simplement dire qu'on ne sélectionne pas des solutions qui sont totalement fermées, propriétaires, et sur lesquelles on ne peut rien faire de plus, parce que là, on se limite très vite. Et si on reprend la solution, ce qu'évoquait Thierry, on va dire, par exemple, lorsqu'on a déployé une solution de CSM sur la salle de réunion connectée, et puis qu'ensuite on travaille avec Condeco sur le fait de pouvoir mettre en place de la réservation, lorsque la salle se libère, on le sait parce que le capteur de CSM constate qu'il n'y a plus personne dans la salle, et automatiquement la salle va se libérer dans le mécanisme de réservation de Condeco. Et là, c'est un jeu évidemment de discussion technique entre les plateformes via les API. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on fait en sorte que les solutions soient ouvertes et complémentaires, elles puissent parler entre elles, pour ensuite apporter un service un peu plus complet. Ok, merci. Merci Laurent. Si personne n'a un éclairage particulier à apporter à cette question, nous pourrions peut-être aborder celle-ci. Combien de temps doit-on collecter des données avant d'avoir des résultats pertinents pour prendre des actions? Oui, de quel volume de données faut-il disposer pour en faire quelque chose d'utilisable? Oui, peut-être. Moi, je peux donner notre retour justement suite à l'utilisation que l'on fait de ces données. Et j'insiste là-dessus. Ce qui est vraiment très intéressant dans ce genre de solution, c'est la vitesse de déploiement. Sur un grand bâtiment, en à peine une demi-journée, une journée, vous avez déjà équipé un très grand nombre d'espaces de travail. Et l'avantage, c'est que dès le lendemain, les données sont collectées et sauvegardées sur une plateforme. Donc, très rapidement, plus l'usage est grand, bien sûr, plus vous avez de données parlantes, mais très rapidement, vous avez des chiffres qui confirment, en tout cas, l'utilisation qui sont faites de ces espaces. Après, c'est toujours une question de paramétrage des différents rapports que l'on souhaite obtenir, de l'utilisation qu'on souhaite en faire, puisque le problème aussi qu'on rencontre, c'est qu'il y a énormément de données qui sont extraites, et donc il y a tout un processus d'analyse qui doit se faire derrière. En tout cas, pour notre part, nous sommes accompagnés par CSM pour ce faire, et ça fonctionne très bien. Mais le premier retour qu'on a eu, c'est la rapidité avec laquelle on a ces informations collectées. Par la suite, il y a tout un processus décisionnel. Ça dépend de l'utilisation qu'on souhaite en faire, mais pour peu qu'il y ait une certaine urgence, très rapidement, on peut réagir derrière, et c'est ça le gros avantage. Et quand cette analyse est terminée, l'autre avantage aussi, c'est que vous démontez les capteurs et il n'y a plus rien. Donc ça peut être très limité dans le temps. C'est un grand avantage. Merci Sébastien. Thierry, Gauthier. Oui, si je peux rajouter quelques mots sur notre solution. Effectivement, nous aussi, comme on fonctionne sur des capteurs sans fil, l'installation est très rapide. Ça peut se faire en quelques jours en fonction de la taille du site. Et après, sur les données disponibles, nous, on a déjà des outils qui existent et qu'on propose à nos clients qui permettent de surveiller la donnée en temps réel et de la capitaliser dessus jour après jour. La donnée reste disponible sans limite de temps et de péremption. Et sur la durée qu'il est nécessaire
pour pouvoir remonter un certain nombre d'actions. Ça va être lié au cycle en fait, d'utilisation de la ressource. Nous, typiquement, sur le parking, on voit que c'est à peu près lié à la semaine. Finalement, on a des utilisations qui sont variables à la journée, mais c'est au format de la semaine. Après, il peut y avoir des variations annuelles, mais c'est plutôt au niveau de la semaine. Ce qui fait que déjà après une semaine, on peut voir les évolutions d'usage par jour et déjà avoir un ordre d'idée en fait, des jours de stress, des heures de stress, des pics, etc. Donc très rapidement, entre le déploiement et les données disponibles, il se passe très peu de temps finalement. Merci Gauthier. La question suivante est celle-ci. Amenez-vous de la donnée brute ou aussi du conseil pour optimiser les espaces? Enfin, de la donnée brute, j'imagine qu'il faut comprendre un apport théorique. Là-dessus, en Oui, tout cas, nous, notre système met à disposition de la donnée brute à plusieurs niveaux, à la fois via l'API, comme on l'expliquait, à disposition d'autres systèmes si c'est nécessaire, de la donnée en temps réel. On fournit aussi de la donnée d'analyse, donc là, ce sont les tableaux d'analyse qui vont être mis à disposition des experts de l'immobilier, qui vont les aider à prendre de la décision. Mais si je comprends bien cette question, il y a aussi ce sujet de qu'est-ce que je fais une fois que j'ai cette donnée et quelles décisions je vais prendre pour adapter mes espaces. Donc travail que beaucoup d'entreprises font seules, mais on a effectivement, alors pas chez CSM, mais chez notre société sœur qui s'appelle WX, on a la capacité aussi de faire du conseil avec une expertise sur justement comment on trouve cet équilibre entre expérience collaborateur, qualité de vie au travail et optimisation de l'empreinte immobilière et du coût total d'occupation qui est à la fois le mètre carré, les coûts d'énergie, les coûts de service, etc. avec une vraie expertise de conseil. Donc c'est une activité séparée mais parallèle à ce qu'on fait, mais qu'on sait combiner bien entendu. Merci Terry. Et Gilbert, si je peux enchaîner, parce qu'en fait, je trouve la question très intéressante de deux points de vue. Parce qu'il y a le point de vue données brutes. Donc, qu'est-ce qu'on sous-entend avec données brutes? Oui. Et puis, il y a l'aspect conseil. Et je pense, au niveau données brutes, peut-être on peut aussi parler des données anonymes ou des données dédiées. Et je pense que là, il se trouve la valeur ajoutée où les solutions s'enrichissent, parce que d'un côté, on va récolter les informations dites anonymes, par exemple à travers des capteurs. Donc, un système de réservation des espaces de bureau par utilisateur permet, par exemple, d'identifier l'utilisateur. Et en combinant les deux aspects, ça permet de gérer des rapports. Au niveau d'optimiser des espaces, par exemple, le conseil, au sein d'entreprises Condeco, on a pris la décision d'installer une équipe qui s'appelle Customer Success Manager. Et on voit ça dans beaucoup d'entreprises. Parce qu'en fait, les temps où on a vendu une solution et on part et on cherche d'autres business, c'est parti. Donc il faut que toutes les sociétés accompagnent leurs utilisateurs à bien utiliser les informations. Merci Gilbert. Pendant cette conférence, un sondage instantané a été mené auprès du public. Et les réponses à ce sondage révèlent notamment certaines choses. La première des questions au sondage est la suivante. Combien de vos employés sont-ils déjà retournés au bureau? 29% des entreprises ayant répondu affirment que moins de 20% des employés sont déjà retournés au bureau. 29% également pour la tranche entre 20 et 40%. La tranche entre 41 et 60% affiche également un taux de 29%, tandis que 14%, non, celle-là par contre n'a reçu aucune réponse, autant pour moi. Quelques commentaires à ce sujet, à travers votre expérience de terrain. Où en sont vos clients en matière de retour au bureau? Gilbert? En fait, comme nous sommes une entreprise, nous sommes un acteur global, on voit clairement qu'il y a des différences par rapport aux géographies. Et j'ai l'impression au niveau de l'Europe centrale qu'on est plutôt un petit peu dans les esprits entre moins de 20% et entre 20 et 40%,
tant que dans d'autres zones, par exemple aux États-Unis, là on est presque entre 41 et 60%. Donc je pense que ça dépend fortement dans quelle mesure la zone géographique a été frappée par les aspects Covid-19. Ok. Merci Gilbert. Laurent. Il y a aussi le particularisme luxembourgeois avec toute cette population de frontaliers. La contrainte fiscale fait qu'à Luxembourg, on doit se mettre en situation à permettre à un maximum de personnes de revenir afin de ne pas être sous la pression fiscale. En fait, les accords qui ont été trouvés avec les pays frontaliers ont été trouvés dans des moments assez proches de la fin de la période qui était acceptée auparavant. Je pense à la Belgique et l'Allemagne, où ça s'est passé une semaine avant que l'on constate qu'il fallait que tout le monde revienne, par exemple. Mais sinon, le constat sur le marché, sur la place luxembourgeoise, c'est que le télétravail était encore assez massif. Et c'est en ce moment que plutôt certains grands acteurs de la place sont en train d'organiser le retour au bureau. Donc. Mais cette fameuse dimension fiscale, on a encore de l'autorisation jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, on verra. Nous verrons. Merci Laurent. Nous allons maintenant découvrir la deuxième question de notre sondage. La voici. Est-ce que le télétravail sera désormais accessible à l'ensemble de votre entreprise? Eh bien, c'est un oui relativement massif à cette question, avec 73%. Le reste de l'échantillon de sondés étant en train d'y réfléchir. Un commentaire, quelqu'un sur l'élargissement c'est plutôt un souhait, là, non du télétravail. C'est un souhait de la part des employés, sans doute, en tout cas de certains employés. Oui, parce que ça a quand même généré beaucoup de satisfaction, diminution des temps de transport, vraiment beaucoup plus de souplesse. Donc je pense que globalement, ça a été très apprécié et très largement intégré dans la manière de fonctionner après avec son entreprise. Maintenant, il faut passer par toutes les discussions par des conventions collectives, des syndicats, etc., pour avoir un peu plus de recul quand même sur les modalités qui ont été mises en pratique. Et puis encore, évidemment, cette dimension particulière à Luxembourg avec ses frontaliers. Voilà. Bien sûr. Terry ? Et peut-être juste à nuancer par rapport à la question d'avant, je n'ai pas le détail des réponses des gens, mais je pense que la question c'était le pourcentage de salariés qui sont retournés au travail. Voilà. Est-ce que là-dedans c'est le taux moyen de fréquentation du bureau ou est-ce que c'est le nombre réellement de personnes qui sont retournées? Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement le télétravail a plu à beaucoup de gens et que les gens ont envie de conserver le télétravail. En revanche, pas forcément 100% du temps. Et donc au final, ce qu'on observe, nous, chez nos clients et même dans notre organisation, c'est qu'on est sur des taux de fréquentation qui effectivement sont de l'ordre de 20-30%, parce que les gens viennent quelques jours au travail, mais continuent à faire du télétravail le reste du temps. Donc au final, tout le monde va revenir au travail, plus ou moins fréquemment, et donc tout le monde va être impacté par toutes les solutions qu'on va mettre en place et la fluidité qu'on va apporter, bien que le télétravail fera aussi partie de leur vie à long terme. Merci Terry. Avons-nous le temps d'examiner la troisième question du sondage La troisième question du sondage est la suivante. Votre entreprise envisage-t-elle de réduire la surface de bureau à moyen terme? 27% des entreprises sondées ont répondu oui à cette question. 73% n'envisagent aucun changement en ce moment. Gilbert, oui, c'est vous qui aviez abordé ce sujet tout à l'heure. Hein? Tout à fait, tout à fait. Je dois avouer, je suis un peu surpris des réponses. Peut-être il y a un décalage parce que la question, c'est réduire la surface du bureau à moyen terme et que la réponse, en fait, non, aucun changement pour l'instant. Donc peut-être là, ça explique peut-être les données. De ce que je peux dire, je ne sais pas mes collègues, mais le retour du terrain, c'est 90% des sociétés. Ils y pensent déjà, ils en sont conscients que c'est une opportunité pour peut-être pas forcément réduire, mais optimiser
les espaces de travail. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oui, peut-être si je peux me permettre de rebondir dessus. Et effectivement, c'est très intéressant. Ce que je pense, il ne faut pas perdre de vue que cette crise n'est pas totalement terminée. On est encore dedans. Donc, il faut savoir aussi que le réaménagement immobilier, ça demande du temps. Ça ne se fait pas dans l'urgence. Et ce que je pense plutôt, et c'est notamment pour le projet qui m'occupe, dans le sens vers lequel on va, c'est repenser l'espace de travail, l'aménager différemment, mais pas forcément réduire la surface mise à disposition des collaborateurs, bien au contraire, et ça ouvre de nouvelles portes. Mais c'est des réflexions qui prennent du temps, qui doivent être pesées, et il ne faut pas oublier que en état de crise, on ne prend pas forcément toujours les bonnes décisions. Donc je pense qu'un peu de recul est encore nécessaire pour ces points-là. Merci Sébastien, merci. L'heure est hélas maintenant venue de rendre la scène. Mais avant cela, je tiens à remercier chaleureusement le public qui a assisté à cette table ronde virtuelle, ainsi que les experts qui nous ont apporté leur éclairage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition de l'événement IoT de Poste. Je vous invite maintenant à rejoindre le stand virtuel de Poste dans l'Exhibition Area, où vous pourrez poser à nos experts toutes les questions qui vous préoccupent.